Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux pour assister à cette table ronde donc sur les rituels funéraires d'ici et d'ailleurs. Deux mots sur la manière dont nous allons nous organiser. Nous avons donc quasiment 1 heure et demie, donc le temps justement pour nos intervenants d'échanger. Le dernier quart d'heure sera consacré à un temps de questions, bien sûr, hein, et il y aura 2 micros qui permettront de part et d'autre de l'amphithéâtre de faire circuler la parole. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité, bien sûr, d'interroger nos intervenants. Alors donc, cette table ronde rituel funéraire d'ici et d'ailleurs, donc nous avons la chance d'avoir 3 intervenants pour participer. Isabelle Landona, qui est professeure d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et qui est spécialiste d'histoire religieuse et culturelle. William Van Andringa, qui est archéologue, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, qui notamment travaille actuellement sur l'histoire et l'archéologie de la Gaule romaine, mais qui connaît bien par ailleurs Pompéi. J'en profite pour préciser, pour ceux qui s'intéresseraient tout particulièrement à ce sujet, que William Van Andringa, à partir de 18h, donc peu de temps après la fin de cette intervention, sera au stand de la PHG, donc dans la halle Augrain, c'est le stand 180, pour ceux que ça intéresse, pour la signature de son ouvrage le plus récent qui s'appelle Archéologie du geste, rites et pratiques à Pompéi, donc sorti en 2021 si je ne me trompe pas. Et Yves Le Fur, qui est notre 3e intervenant, qui est conservateur général honoraire du patrimoine. Yves Le Fur a été directeur du département du patrimoine et des collections au musée du Quai Branly, et il est ici tout particulièrement parce que donc il s'agit des rituels funéraires d'ici et d'ailleurs. Et en 1999, Yves Le Fur a été le commissaire d'une exposition qui a fait date et qui a été je crois que vous nous le direz, unique dans tous les sens du terme, en réalité, une exposition qui s'appelait La mort n'en saura rien, reliques d'Europe et d'Océanie. Donc voilà, avec en plus un très beau catalogue d'expositions qui bien sûr accompagnait cette exposition et dont vous verrez, je pense, quelques-uns des visuels les plus marquants. Alors, d'abord, quelques mots pour présenter un petit peu l'objet de cette table ronde. Il s'agit en fait de mener une démarche comparative. Une démarche comparative dans le temps. On va essayer justement de montrer dans quelle mesure il y a une dimension évolutive dans un certain nombre de rituels funéraires. Alors, en tout cas, je dirais ici, c'est-à-dire plutôt en Occident. Et il s'agit de réfléchir justement à la notion de rituel funéraire, la notion de rituel, peut-être discuter cette notion. On peut d'ailleurs se poser la question du choix de ce terme, rituel funéraire d'ici et d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un rituel en réalité ? Si on regarde finalement un dictionnaire, il y a 2 définitions assez simples. La première, ensemble de rites. Qu'est-ce qu'un rite ? Ensemble des cérémonies en usage dans une communauté religieuse. C'est intéressant. Autre sens possible, mais qui est très proche du premier, cérémonie réglée ou geste. Alors, le terme de geste m'a paru intéressant. Geste particulier prescrit par la liturgie d'une religion. Donc on va, entre autres, s'intéresser justement à un certain nombre de gestes. Quels sont justement ces rituels ? Dans quelle mesure, comment ont-ils évolué ? Qui sont les acteurs qui sont justement impliqués dans la pratique de ces rituels funéraires ? Et on fera sans doute un point, on se concentrera un petit moment sur notamment la question des reliques, qui sont justement directement liés à cette question des rituels funéraires. Après avoir dit quelques mots sur l'objet de cette table ronde, on va commencer. Le principe d'une table ronde, c'est de faire autant que possible circuler la parole. Je vais en fait commencer, alors peut-être en me tournant vers Isabelle et William, par parler des rituels funéraires d'ici, c'est-à-dire plutôt en Occident, en essayant de leur demander à chacun d'entre eux d'expliquer finalement de manière synthétique quelles sont pour la période et l'ère dont ils sont plus particulièrement les spécialistes, quels sont ces grands rituels funéraires qu'on peut distinguer. Oui, je commence. Alors, bonjour à tous. Je suis archéologue et j'ai la chance de travailler dans l'une des nécropoles romaines de Pompéi, l'un des cimetières romains de Pompéi depuis une vingtaine d'années. Et mon travail d'archéologue est de relever des traces laissées par les Pompéiens lors de leur activité funéraire, c'est-à-dire lors des funérailles et lors des. Alors, il y a 3 moments funéraires qu'on a pu documenter avec précision. D'une part les funérailles, c'est-à-dire le moment où on brûle le mort, où on a justement ce passage
ce passage important, puisqu'il y a une transformation du mort, il est brûlé sur un bûcher, ensuite on collecte ses ossements sur le bûcher éteint, avant de déposer ses ossements dans la tombe, et on a le deuxième moment important qui est celui de la mise au tombeau. Et la tombe est définie à l'époque romaine par le dépôt des restes osseux dans la sépulture. C'est-à-dire qu'il y a tombe une fois qu'on a ce dépôt osseux à l'intérieur, dans la terre en quelque sorte. Et ensuite, il y a ce troisième moment important qui est celui de la commémoration des morts. Puisqu'à l'époque romaine, eh bien, on se rend sur les tombes des membres de la famille au sens large, hein, romaine du terme, pour célébrer des rituels funéraires, pour honorer le mort en célébrant des rites spécifiques. Et j'en viens tout de suite à la question des rituels, parce que ça, c'est quelque chose... D'une part, lorsqu'on a commencé il y a 20 ans, travailler à partir des traces, je ne pensais jamais qu'on arriverait aussi loin. Et en vérité, on s'est rendu compte très vite, on a commencé en 2003 dans la nécropole de Porta Nocera, l'une des nécropoles de Pompéi, justement, qui se trouve, ceux qui connaissent Pompéi, qui sont passés à Pompéi, c'est près de l'amphithéâtre. On est à l'extérieur des murs de la ville. Et donc, on a commencé à relever des traces extrêmement nombreuses. Et on s'est rendu compte que, bien que les Pompéiens ont laissé beaucoup de traces lorsqu'ils, justement, célébraient les funérailles de leurs morts. Et ce qui nous a permis d'abord de les enregistrer, de les reconnaître, d'une part, ensuite de les enregistrer, de déployer des méthodes extrêmement précises qui aujourd'hui nous permettent de restituer les funérailles de manière assez précise et de donner une définition, j'en viens justement au sujet, donner une définition assez précise de ce qu'est un rituel. Un rituel, à mon avis, on parle de rituel funéraire souvent de manière globale, c'est-à-dire pour parler des pratiques funéraires. Moi, je distinguerais, d'un point de vue archéologique, les pratiques, c'est-à-dire tous les gestes qui sont déployés dans le cadre des trois moments funéraires dont je viens de parler, c'est-à-dire les funérailles, la mise au tombeau et la commémoration des défunts. Ça, c'est donc, il y a toute une série de gestes, de séquences gestuelles que l'on restitue parce que ces séquences gestuelles, les Romains manipulent, les Pompéiens manipulaient beaucoup d'objets qu'ils brûlaient, qu'ils cassaient, et ils brûlaient également le mort. Tout ça laisse des traces, et tout ça nous permet de restituer des séquences gestuelles. Et à l'intérieur de ces séquences, des pratiques, moi je parlerai de pratiques funéraires, on a effectivement des gestes spécifiques qui ont une portée symbolique. Et ces gestes spécifiques qui ont une portée symbolique, ce sont des rites. Des rites qui permettent de quoi faire ? Tout simplement d'enterrer culturellement le mort, c'est-à-dire de lui donner une sépulture dans un au-delà qui est défini. Parce que si vous mourrez, vous avez besoin d'une sépulture organisée. On ne peut pas creuser un trou devant la porte et vous y enterrez. Ça ne marche pas. Dans une société, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, pas seulement la société romaine, on a besoin d'une définition culturelle de la mort et on a besoin de créer l'altérité de la mort. C'est-à-dire on a besoin de créer un endroit où l'on peut justement déposer le mort, où on peut justement lui donner sa dernière sépulture. Cette création de l'altérité de la mort, de cet au-delà, il est créé par des rites funéraires spécifiques. Alors, je ne sais pas si j'en viens aux rites eux-mêmes. On les voit assez bien. On les voit assez bien parce que, et là aussi, ce qui est très intéressant, c'est aussi une découverte de ces dernières années. À force d'enregistrer sur le terrain, à force d'enregistrer les traces, on s'est rendu compte que finalement, il n'y a pas de grand discours sur l'au-delà, de grands discours mythologiques sur l'au-delà, mais il y a plutôt quelques objets qui ont une finalité symbolique et qui jouent un rôle structurant dans les pratiques funéraires. Quels sont-ils ? Il y en a 3. Alors pourquoi sait-on qu'il y en a 3 ? C'est que c'est répétitif. En archéologie, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la répétition qui fait sens. Si vous trouvez une lampe à huile, ça n'a pas beaucoup de sens. Si vous en trouvez 100, ça commence à avoir du sens. C'est-à-dire, une lampe à huile, on se rend compte que fait-on lorsqu'on meurt à Pompéi ? Le mort est exposé dans la maison. Ça, on n'a aucune trace. Au moins, ça ne laisse pas de traces, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose. En revanche, ensuite, on commence à avoir des traces visibles et qui sont interprétables. On peut tirer des déductions à partir des traces laissées. C'est que, lorsqu'ils emportent le mort dans la nécropole, dans le cimetière, en direction du tombeau familial, puisque tout est géré par des familles, la mort est gérée par des familles, on prend, dans un petit panier, dans le garde-manger, on prend un petit peu de nourriture, ce qu'il y a.
Au début, on pensait qu'il y avait des choses comme on parlait de rituels funéraires, on parlait de rituels funéraires au départ, on pensait que tout était vraiment normé. En fait, la norme, c'est une petite partie de la pratique. Elle joue un rôle, mais seulement pour une partie de la pratique. Donc, on amène dans la nécropole un petit panier avec un petit peu de nourriture, ce qu'on trouve dans le garde-manger, une lampe à huile, ça c'est fondamental, parce que c'est un objet structurant de la cérémonie, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, un petit gobelet pour verser un liquide qui est soit du lait, soit du vin. Et ensuite, eh bien, du parfum, contenu dans des flacons, des petits flacons en terre cuite au départ, et puis à partir de l'époque claudienne, en verre. C'est tout, c'est un petit peu, tout tient dans un petit panier. Alors les trois objets, justement, vont permettre, les trois objets et produits vont permettre de structurer la cérémonie funéraire. C'est-à-dire que la lampe à huile, à quoi sert-elle? Eh bien, la lampe à huile, lorsqu'elle est allumée au pied du bûcher sur lequel on brûle le mort, cette lampe à huile, elle a un rôle symbolique, parce qu'elle symbolise le jour de la vie face aux ténèbres de la mort. C'est-à-dire qu'elle joue un rôle d'opposition qui va permettre de créer cette altérité de la mort. Ensuite, vous avez du parfum, même portée symbolique. Le parfum est épandu au début de la cérémonie sur le mort, étendu sur le bûcher. Eh bien, le parfum, il a également ce rôle de rituel d'opposition. Il joue un rôle d'opposition, c'est-à-dire qu'il oppose la bonne odeur de la vie à la mauvaise odeur du cadavre. Nous sommes en région méditerranéenne. Je vous laisse deviner, lorsqu'on enterre les morts en été, comment ça se produit. On a une dimension olfactive extrêmement forte. Et puis il y a ce petit gobelet dans lequel on a du lait ou du miel, ou du lait ou du vin, qui joue également un rôle. Eh bien, ces objets, ce sont des objets structurants qui vont permettre, que l'on utilise lors des funérailles, que l'on casse à la fin de la cérémonie des funérailles, pour mettre fin justement à la séquence, et qui permettent eh bien, d'installer le mort comme il se doit. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que les rituels funéraires tiennent dans la manipulation d'objets. Et ça, c'est formidable pour un archéologue, c'est que eh bien, nous, on travaille à partir de traces, souvent matérielles. Eh bien, à partir du relevé de ces traces, on peut ainsi eh bien, retracer les rituels. Et après, ces rituels s'articulent sur les pratiques funéraires, c'est-à-dire la construction du bûcher, la manipulation du mort, la collecte des ossements du défunt une fois que le mort la crémation est terminée, et tous ces gestes finalement qui sont orchestrés par la famille présente et puis par l'oustor, c'est-à-dire celui qui gère le bûcher, et tant d'autres officiants. Vous voyez que les rites ici s'articulent, ils ont un rôle moteur, mais ils articulent eh bien, tout ce qui permet d'enterrer culturellement ou de bien enterrer un mort à l'époque romaine à Pompéi. Alors, peut-être pour ne pas égarer le public, je vais essayer de reprendre quelques éléments que vous venez de dénoncer. La première chose, c'est que le syntagme rituel funéraire n'est pas médiéval. Au sens où c'est une terminologie que les sources n'utilisent pas. On parle de obsèques et funérailles, on parle de obsèques, d'enterrement, etc. Donc pas de rite ni de rituel dans la terminologie à proprement parler. Ensuite, ce qu'il faut dire pour la période dont moi je suis spécialiste, mon voisin est plus spécialiste que moi du très haut Moyen-Âge, puisque vous avez fouillé, c'est qu'il y a quand même un grand changement qui advient, même s'il est lent à se mettre en place, c'est la christianisation. Et donc, on change globalement de paradigme, mais pas du tout de manière brutale, bien entendu. Il se passe quelque chose. Pas du tout de manière brutale, puisque, comme vous le savez peut-être, cette christianisation, elle est lente, longue, et surtout, elle va... En fait, la christianisation, c'est la construction d'une nouvelle religion. Ça prend un certain temps, y compris dans le domaine dont nous souhaitons parler aujourd'hui. Donc en fait, on distingue bien sûr les obsèques, le service funèbre, en présence ou en l'absence du corps, c'est un autre sujet, j'y reviendrai peut-être, et puis les cérémonies qui peuvent accompagner, enfin qui accompagnent, pas qui peuvent accompagner, la mise en terre du cadavre. Alors premier élément peut-être intéressant par rapport à ce qu'a dit mon collègue,
c'est qu'on ne brûle plus les cadavres. Donc ça fait une différence très substantielle, à la fois dans la méthode et puis aussi pour les archéologues. Ça change considérablement la situation. Sur ce fondement-là, alors ça se fait pas non plus très brutalement, hein, parce qu'en réalité, pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait des choses qui advenaient comme ça, des changements qui advenaient brutalement. En fait, pas du tout. On voit cohabiter toutes sortes de pratiques quand on regarde un peu les choses sur le temps long, et souvent les archéologues le constatent eux-mêmes, avant que ne s'imposent des choses beaucoup plus normées. Donc d'un côté, les obsèques à proprement parler, si je puis dire, et puis de l'autre, le rituel, j'emploie quand même le mot, qui va avec la mise en terre du cadavre. Ces rites religieux, vous disiez à l'instant, il n'y a pas de grand discours sur l'au-delà. Deuxième différence, le christianisme occidental porte des grands discours sur l'au-delà. Même un peu structurant, bien sûr. Et donc, ça change le rapport aux morts et à la mort. Puisque, en réalité, dans le christianisme, ce qu'on élabore progressivement, c'est que la vie ici-bas n'est qu'un passage et que la vraie vie, finalement, c'est celle d'après. C'est du reste la raison pour laquelle les fêtes des saints, le dies natalis, hein, c'est le moment de leur mort. On fête leur avènement, leur entrée dans la vie éternelle. Enfin, dès lors qu'ils n'iraient pas finir dans des endroits pas sympathiques. Alors, les rituels funèbres permettent aussi de parler, bien sûr, de la société. C'est-à-dire que tout le monde ne meurt pas forcément de la même façon, c'est une évidence, mais surtout tout le monde ne bénéficie assurément pas du même type de cérémonie et du même traitement. Donc il y a une forte hiérarchisation sociale. Vous n'avez pas évoqué cet aspect, peut-être qu'il faudrait y revenir. Hein. On n'enterre pas tout le monde de la même manière, et selon la position qu'on occupe dans la société, évidemment, ça change un petit peu les choses. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que sur cette base un peu large et définie, comme je viens de le faire, d'une façon un peu grossière, mais juste, je crois, dans l'ensemble, il y a l'idée, mon collègue a parlé de nécropole, qui est un terme qu'on n'emploie plus pour le Moyen-Âge, hein, il y a un terme qui s'impose progressivement, c'est celui de cimetière, qui est celui qu'on trouve du reste dans les sources. Et il évoquait aussi le fait que la nécropole était en dehors, hein, près de l'amphithéâtre, un peu en dehors de la cité, et tout ce qui se passe pour le Moyen-Âge, c'est dans un premier temps un mouvement, finalement, où le lieu où on enterre les morts est un lieu de vie. On peut trouver dans ce que nous, on appellerait des cimetières, des lieux d'inhumation, hein, toutes sortes de pratiques sociales, de réunions qui ne sont pas forcément religieuses, hein, de pratiques commerciales, de jeux, de rituels, etc. Et donc, l'évolution est celle-ci que ce lieu, progressivement, va s'autonomiser en quelque sorte et se polariser autour du lieu de culte, l'église. Et donc, c'est l'avènement de quelque chose qui nous est très commun, mais qui ne va pas de soi, ce qu'on appelle l'église paroissiale et le cimetière paroissial, avec un lieu spécifique dédié à l'inhumation des morts, et ce basculement où les sépultures se concentrent autour du lieu de culte. Globalement, c'est entre le Xe et le XIe siècle qu'on le voit advenir. Pendant longtemps, il y a eu des formes de coexistence entre nécropole et cimetière, et puis et des espaces intermédiaires, hein, parce qu'il arrive qu'on trouve finalement des restes humains dans des endroits qu'on n'attendrait pas, qui ne sont pas spécifiquement normés, plutôt pour des périodes plus hautes que trop basses, bien sûr. Et le cimetière donc est un lieu de pratique sociale, et progressivement, ce lieu qui fait communauté, hein, d'une certaine manière, va être transformé en autre chose qui fait tout autant communauté, mais d'où on va évacuer toutes sortes de rituels, de pratiques, d'échanges, tant parmi les fidèles que les familles, même parfois l'exercice de la justice, enfin des trucs qu'on n'imagine pas vraiment nous autres, hein, et pour finalement arriver à l'idée que c'est un espace consacré. D'où l'idée que certains cadavres indésirables, les suicidés par exemple,
seraient enterrés en dehors de la terre consacrée par le prêtre. Alors tout ceci, finalement, aboutit à intégrer autour de l'église paroissiale le cimetière, mais vous allez me dire, il y a un moment où les choses changent. Oui, et vous aurez raison. C'est un moment où le cimetière va refluer, en quelque sorte, à l'extérieur de la ville. Alors il y a des cas très connus, hein, par exemple à Paris, les Champeaux, qui est un vaste espace assez indifférencié, un marché, etc., qui, sous Philippe Auguste, devient, à la suite du rapatriement, et je pense qu'on en parlera, des reliques d'un petit enfant chrétien, Richard de Pontoise, supposément assassiné par les Juifs dans ce quartier de Paris, on dresse un mur et ça devient le cimetière des Saints Innocents. Donc ça, pour quelques considérations générales. Alors après, sur les rituels, disons que la chose qui va avec le christianisme, hein, c'est tout ce qui relève de ce que nous appelons le sacramentel. C'est-à-dire des choses qui sont à la fois liées à une cérémonie religieuse et au dernier sacrement, au in articulo mortis, au moment de mourir. C'est-à-dire la prise en charge du mort, si je puis dire, elle commence avant même qu'il soit mort. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est souhaitable. Et les rites qui suivent, eux, relèvent pas tellement du sacramentel, bien sûr, mais du cérémonial, c'est-à-dire de tout ce qui touche à la cérémonie, de sorte qu'il y a des gestes, la toilette du corps, l'ensevelissement dans un linceul, des paroles, des prières pour les défunts, en particulier les psaumes de pénitence. Hein, bon. Et puis des séquences rituelles, la veillée, la procession, l'inhumation, le repas. Et là, on trouve des choses qui relèvent peut-être quelque part de ce qu'on pourrait appeler, c'est un peu hasardeux, mais enfin, je m'y lance quand même, un peu des invariants sur la manière de traiter finalement ce passage, le faire accepter à la communauté des vivants pour qu'ils puissent eux-mêmes passer à autre chose. Bon, peut-être je vais m'arrêter là pour le moment pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Après avoir défini ces rituels dans l'Antiquité romaine et au Moyen-Âge, le deuxième axe de réflexion, de discussion qu'on peut avoir est peut-être la question des évolutions perceptibles ou pas, ou au contraire de la permanence de ces rituels. Alors, dans l'Antiquité romaine, au cours du Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors sur l'évolution, je reviens à mon cimetière pompéien. Là. Pompéi est une cité qui existe depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, mais elle devient colonie romaine en 80 avant Jésus-Christ. Autrement dit, il y a apport de population, d'une population de colons romains, après le siège de Silla de 89 avant Jésus-Christ, et donc elle devient colonie avec un apport de colons, donc des gens qui arrivent, des gens extérieurs qui arrivent. Alors ça, c'est une question intéressante, parce que qu'est-ce qui se passe lorsque, justement, une colonie, une cité qui est samnite à cette époque-là, eh bien, elle devient colonie romaine, donc avec de nouvelles institutions et surtout avec un apport de colons romains. Ce sont des vétérans de Silla qui viennent d'un peu partout en Italie. Comment se passent les funérailles ? Est-ce que chaque colon, finalement, venant d'Ombrie, venant d'Ostie ou venant du sud de l'Italie, eh bien, amène ses propres rites funéraires, ses propres traditions funéraires. Que se passe-t-il ? Eh bien, à Pompéi, on peut l'étudier. Dans la nécropole Portonocera, on peut l'étudier parce que les premiers morts que l'on étudie, on les a, alors on brûle les morts, hein, donc on les a, donc les premières sépultures, on les a à partir de 50. On est entre 50 et 20 avant Jésus-Christ. Et on a là donc une phase d'élaboration d'une tradition funéraire. C'est-à-dire qu'on a un mélange, hein, si on dit les choses de manière très simple, sans trop nuancer, mais on a un mélange entre certains gestes sans doute qui viennent de la région donc de départ des colons, d'origine des colons, et puis également quand même on commence à trouver dès ce moment-là les éléments structurants des rites dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la lampe à huile, le parfum et le gobelet. Hein, autrement dit, les objets structurants sont déjà là, alors que les pratiques elles-mêmes sont un petit peu plus variées, c'est-à-dire, et on a donc une génération ou un petit peu plus où il y a justement, j'appelle ça une phase d'élaboration d'une tradition funéraire. Et à partir de 20,
avant Jésus-Christ, jusqu'à l'éruption quasiment en 79, eh bien, on a là, il se produit progressivement, on assiste à l'application d'une mécanique bien rodée où la transmission des justement pratiques funéraires, de la tradition funéraire, se fait de manière extrêmement fluide. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on retrouve les mêmes gestes. Les mêmes gestes, le même type de structure, c'est-à-dire tout s'organise autour du foyer du bûcher, tout s'organise au moment de la collecte des ossements une fois la crémation terminée, tout s'organise autour de la mise au tombeau selon le même protocole, c'est-à-dire que les tombes sont toutes élaborées de la même manière. D'ailleurs, pour répondre directement tout de suite à une question de ma collègue, pour la question de hiérarchie sociale, c'est très intéressant parce que en fait, tout le monde est enterré de la même façon. En revanche, il y a une différence très nette entre les classes sociales dans le monument. C'est-à-dire que le monument fait la richesse de l'individu, au moins montre la richesse de l'individu. En revanche, le citoyen fortuné, le notable, et l'esclave sont enterrés selon le même protocole. Et parfois même, parce qu'on a eu le privilège de fouiller ça, une matrone de la grande société pompéienne, eh bien, reçoit les mêmes honneurs funèbres que l'esclave qui se trouve enterré à 1,50 m d'elle. Donc, en revanche, le monument funéraire, il est consacré à cette dame. Donc, c'est autre chose. Mais vous voyez que vraiment le passage, puisque ce sont des rites de passage dont on parle, ce ne sont pas des rites religieux ici, ce sont des rites de passage. Et ces rites de passage, eh bien, ils concernent tout le monde. En revanche, ce qui distingue les gens socialement, c'est le monument funéraire. Je reviens à ma mécanique et à la transmission des rites et des pratiques funéraires, d'une tradition funéraire. On voit donc que les protocoles mis en œuvre lors de la crémation du défunt, lors de la mise au tombeau des restes du défunt, puis lors de la commémoration des morts, lorsque les représentants de la famille se rendent sur la tombe pour célébrer un rite, verser un peu de parfum dans le tube à libation, donc, ou sur la sépulture, allumer une lampe à huile, ce qui est un rappel finalement d'un des rituels structurants de la cérémonie des funérailles, et ensuite qui est cassé, retourné et cassé, toujours ces gestes d'inversion pour montrer le rapport à la mort, et cette opposition de la vie de la mort qui est constante et qui est marquée par, encore une fois, des gestes et des choses qui se voient, c'est-à-dire qu'on casse des objets. On les porte, on les allume, on allume une lampe, la lumière, et ensuite on casse à la fin de la cérémonie. Donc tout ça, ça laisse évidemment des traces qu'on peut relever. Mais je reviens à mon évolution. Ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'on voit progressivement bien comment se met en place une mécanique, une tradition funéraire que tout le monde suit. Sachant qu'à l'époque où on se place, c'est-à-dire l'époque impériale à Pompéi, avant l'éruption, c'est l'époque que vous connaissez tous, c'est la vie quotidienne à Pompéi. C'est-à-dire qu'on a une société qui est bien rodée, c'est-à-dire où les liens sociaux sont très fermes, où les pratiques sociales sont bien affirmées. On est là à la suite, sans rentrer dans le détail, mais tout ça est tenu de main de maître par les chefs de famille à Pompéi. C'est eux qui font finalement, parce que la mort est gérée par des chefs de famille. Et on voit bien que cette fluidité de la transmission des rituels funéraires ou des pratiques funéraires, elle renvoie à une fluidité des relations sociales, ce qui est assez étonnant. En revanche, et je finirai par là, c'est que quelques jours, quelques semaines, quelques mois avant l'éruption de 79, le 24 août ou le 24 octobre, on ne sait pas, j'ai ma petite idée, mais je ne vous le dirai pas. Mais on a quelques semaines, quelques mois avant l'éruption, on a quelque chose, cette transmission, elle se voile, on a un glissement de l'habitus, c'est-à-dire dans le sens où les gestes sont modifiés. Les gestes sont modifiés par quoi ? Déjà, on ne creuse plus de sépulture. On laisse les tombes, soit on brûle le mort et on laisse le mort, la tombe, on appelle ça une tombe bûchée, mais à même le sol, ou alors on brûle un mort selon le protocole établi dont je viens de parler, mais ensuite on verse les ossements récoltés sur le sol directement, donc on ne creuse plus de sépulture. Et on voit bien que la tradition ici, on a un changement, on appelle ça une transition funéraire, et elle est due
elle est due très certainement à la période qui précède immédiatement l'éruption, qui est une période de crise urbaine. C'est-à-dire qu'on a la ville est désertée parce que la vie urbaine est modifiée par des tremblements de terre à répétition, par des événements sismiques donc à répétition, par des troubles qui sont liés au réveil du volcan. Et tout cela donc amène à un dysfonctionnement, à des dysfonctionnements de la cité. Par exemple, l'eau courante n'est plus, l'aqueduc ne fonctionne plus. Des choses comme ça qui amènent donc à la désertion d'une partie de la population et donc à une modification, mais dont les gens, je pense, ne se rendent pas compte. C'est-à-dire, on a une modification des pratiques funéraires qui est liée à une période de changement important, de traumatisme également. Ce qui veut dire que pour envoyer, et je finirai là-dessus, à notre société actuelle, et à aujourd'hui, c'est que je ne suis pas sûr qu'on soit conscient des changements que l'on s'impose individuellement et collectivement tous les jours à cause du changement climatique. Parce que je crois qu'on ne le voit pas, on ne le distingue pas. Mais je suis persuadé, comme mes Pompéiens, eh bien que ces gens-là changent à partir d'un environnement qui est modifié par l'éruption très proche. Et j'arrête là. Alors, pour le Moyen-Âge, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à ce que j'évoquais précédemment, à partir du 8e siècle, on va dire, l'institution ecclésiale commence à se préoccuper assez sérieusement de christianiser les pratiques funéraires. Parce qu'en fait, on a laissé subsister, ce qui est assez normal, parce que les choses sont en train de se constituer. La ligne de partage des eaux, c'est quand même la réforme grégorienne, donc à partir du XIe siècle. On a laissé se développer des pratiques qu'on qualifierait de superstitieuses, par exemple. Voilà, éventuellement de choses héritées de la romanité, les repas sur les tombes, par exemple. Mais les choses changent. Donc pendant longtemps, on a laissé globalement jusqu'au 8e, 9e siècle, on laisse les familles se débrouiller plus ou moins avec leurs morts, jusqu'au moment où cette institution ecclésiale change de position. Alors, elle commence lentement mais sûrement à changer de position à partir du 10e, 11e siècle, c'est-à-dire cette date où on voit apparaître le cimetière Poix-Argoissel que j'évoquais précédemment. Et puis les choses se durcissent en quelque sorte. Une fois que la réforme s'installe bien, c'est-à-dire à la fin du XIIe et à partir du XIIIe siècle, où le clergé, je n'en ai pas encore parlé, devient alors un intermédiaire obligé. Autrement dit, William disait tout à l'heure, c'est les chefs de famille qui s'occupent des choses. Pour la période médiévale, longtemps sans doute, les familles ont été laissées libres, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, disons responsables de ce qu'elles entendaient faire de leurs cadavres. À partir du XIIe siècle, enfin 11e, 10e, 11e, 12e siècle, on bascule dans autre chose. Le clergé devenant un intermédiaire obligé pour ritualiser le passage. Et d'ailleurs, je ferai observer, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je me permets de le dire quand même, le XIIe siècle invente aussi un nouveau sacrement, qui est le sacrement spécifique pour les laïcs, le sacrement du mariage. Enfin, tout ça participe d'un processus d'organisation de la société d'une manière qui est clairement assez différente de ce qui existait auparavant. Et donc, on a besoin aussi d'intermédiaires pour célébrer le mort, sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, tous les morts, contrairement aux Pompéiens, ne sont pas traités de la même manière. Pourquoi ? Parce que on est donc 11e, 12e dans une société féodale, très hiérarchisée, et chacun meurt, si je puis dire, selon son rang, selon son statut, selon son identité. Alors bien sûr, les gens finissent en terre dans tous les cas de figure, ils ne sont pas brûlés, comme je le disais tout à l'heure, mais des signes distinctifs émergent. Alors bien sûr, comme souvent, c'est plutôt du côté des élites sociales que l'historien voit apparaître les choses, tout simplement parce qu'elles laissent plus de sources, que ce soit des archives du sol ou des archives dont moi je suis plus familière tout court.
avec, par exemple, pour des personnages de rang princier ou royal, et à partir de la fin du Moyen-Âge, on renoue avec des processus d'embaumement, on renoue avec des pratiques d'exposition de la dépouille, de décoration, comment dirais-je, très abondante de l'endroit où est exposée la dépouille, de dépenses très lourdes, parce que ça coûte cher, pour le luminaire, la cire par exemple, hein, bien sûr, éventuellement la présence de pleurants, la présence de cortèges de pauvres, enfin bref, toute une organisation qui manifeste dans la mort le rang de l'individu qui vient de disparaître. Pour ne rien dire des chapelles ardentes, des ceintures de deuil, etc., etc. Donc la mise en place d'une cérémonie qui finalement manifeste des hiérarchies sociales. Il y a un autre point que je vais évoquer rapidement et qui fera peut-être la transition avec la suite, hein, c'est qu'il y a un autre élément qui est quand même très, très important pour le Moyen-Âge. Non pas que ça ait des conséquences directes sur les rituels, mais ça contribue à structurer tout ce que je viens de dire, hein, c'est la question des reliques, qui est absolument fondamentale. Pourquoi ? Parce que ce sont les reliques, la présence des reliques où le saint est mort, celui qu'on va considérer comme ça, ou bien l'endroit où on a transporté des reliques, qui servent à, comment dirais-je, à dresser une géographie des lieux de culte. Alors ça, c'est un premier élément extrêmement important. Et vous voyez bien que la question de la relique peut poser aussi la question du rapport au corps mort. Parce qu'en gros, il y a deux types de reliques, hein. Il y a les reliques au sens où on l'entend en général, c'est-à-dire un morceau d'os, des cheveux, des ongles, que sais-je. Et puis, il y a ce qu'on appelle les reliques de contact, c'est-à-dire en fait des reliques qui sont des objets qui ont été en contact avec un individu, hein, une tunique, un bâton, une chaussure, que sais-je. Et donc, cette pratique des reliques, qui remonte finalement au IVe siècle, hein, on voit bien à partir du IVe siècle, donc c'est plutôt chez mon voisin que ça se situe, si je puis dire. Mais cette pratique des reliques se développe au point d'ailleurs qu'à la fin du Moyen-Âge, ça finit par un peu inquiéter l'Église, qui voit parfois des pratiques qu'elle ne contrôle plus guère, étant entendu qu'elle s'est emparée, entre-temps, à partir du XIIIe siècle, du contrôle du processus de sainteté, de la validation de la sainteté, etc. Et donc, cette affaire de reliques, ça indique aussi une évolution dans le rapport au corps mort. Voilà. Et effectivement, merci. C'est une très belle transition, puisque la table ronde est consacrée au rituel funéraire d'ici et d'ailleurs. Et donc, je vais passer la parole à Yves Le Fur, qui va justement nous parler de tout le travail qu'il a mené autour de cette question. Je vais juste mettre... Je vais comme ça. Celle-ci, clac. C'est la diapo actuelle. Je pense que... Voilà, merci. Donc moi, je vais vous parler de ce qui reste, au contraire du mort qu'on veut garder. D'où le terme de relique. Alors, par contre, je voudrais tout d'abord remercier Joël Alazard et Philippe Prudent pour m'avoir invité et souhaité exhumer en fait cette exposition qui date de 1999 2000 et qui avait lieu au musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, où j'étais alors conservateur pour l'Océanie, avant de rejoindre le musée du Quai Branly. Alors, cette exposition, elle mettait en parallèle des pratiques funéraires autour du crâne. Il ne s'agissait pas de confronter ni de comparer, mais de faire apprécier sur le socle des raisons et des déraisons de chaque culture comment, à partir de l'emblème universel du crâne, furent élaborés des concepts culturels et esthétiques d'une grande créativité. Au cœur de cette démarche, alliant esthétique et anthropologie religieuse, je voulais signifier la force de transposition et le pouvoir de transcendance de l'art sur la mort. Un crâne n'est pas une chose, non plus qu'une personne.
préserver, il affirme avec force l'entité d'une présence. Pour se réconcilier avec la présence de cet être, par-delà une morale étroite et puritaine ou une idéologie de terreur, il faudrait évoquer des pratiques d'intimité, des formes de dévotion que l'on a péjorativement désignées comme marginales, superstitieuses, primitives, celles où l'homme disposait dans son environnement familier, domestique ou rituel, des esprits. Ces esprits de la religion naturelle franchiraient l'espace de la disparition entre le monde des vivants et le monde des morts. Ils dotaient de pouvoir des saints ou des ancêtres dans un lieu incertain que l'on comblait de merveilleux. Ce sont les formes de ce merveilleux qu'interrogeait cette exposition. Ces formes composent avec les expressions du visage, ses affects, ses sentiments, mais également ses parures, ses mystères, ses séductions. Réunissant des reliques catholiques et océaniennes, une autre distance était franchie. Elle visait à mettre sur un égal plan de respect, au-delà de l'idéologie évolutionniste ou comparatiste, de l'exemplaire ethnographique, du spécimen d'anthropologie biologique, des êtres et des œuvres d'art dans un commun souci de surseoir au néant. Alors on peut mettre des images. L'exposition commençait donc sur des crânes de 4 continents. Tu peux avoir l'ensemble, l'image totale sur tout l'écran. Non, c'est en bas. C'est en bas les petits trucs. Donc voilà, on va y arriver, pardon. Donc c'est sur des crânes de 4 continents. Là, vous avez Amérique, Afrique. Ensuite, une très belle pièce aussi, Munduruku. Et je vous dirai tout à l'heure que ce ne sont pas seulement des ancêtres. Ensuite, une pièce, on va en reparler beaucoup, d'un crâne surmodelé du Sepik, ou bien un autre venant de Bornéo qui est recouvert, qui est à la fois gravé et recouvert de plomb. Parce que, en effet, dans certaines cultures d'Océanie et d'Europe, les vivants parlent les crânes des morts pour qu'ils continuent d'être parmi eux et d'exercer une mémoire et des pouvoirs. Ces parures marquent la dignité de leur statut particulier, les éloignent de leur macabre nudité. Ces gestes esthétiques métamorphosent le reste, voué à la disparition, en une présence extraordinaire, l'installant comme intercesseur entre le monde des vivants et le monde de l'au-delà et des ancêtres. Voilà par exemple un crâne gravé d'un oiseau de l'île de Pâques. Vous voyez que ça va dans les deux civilisations aussi. Avec ce crâne peint à votre gauche, je pense, et ce crâne peint qui était peint par des gardiennes. Ça a été peint par la fille qui était gardienne de cimetière en Autriche. Donc, recouvert d'un autre visage, le crâne devient masque de mémoire, une mémoire qui franchit la mort et l'oubli. La présence réelle de la relique le différencie cependant de la vanité, du crâne nu ou du portrait souvenir. Sous l'enveloppe du visage recréé par l'humain, l'énergie spirituelle de la relique est censée continuer d'agir là et au-delà, d'être physiquement une présence et une absence, apparition et disparition. Les visages reliquaires concernent des crânes recouverts d'un autre visage qui devient en effet un masque de mémoire. Une mémoire qui franchit la mort et l'oubli. La présence de la relique le différencie, je l'ai dit, de la vanité. Le surmodelage des crânes est attesté depuis ceux en stuc de Jéricho, c'est 7000 ans avant Jésus-Christ.
Ce procédé a connu, alors j'essaye parce que là je suis à 1000 km. Voilà. Donc il faut imaginer qu'il y a un crâne et par-dessus, donc il y a une technique. L'os est recouvert d'un mélange de terre et de mastic que l'on peint et recouvre d'attributs désignant les ancêtres. Moins qu'une ressemblance, le modelage évoque certains traits du défunt, un long nez par exemple, signe de beauté et de force chez les Yatmoul du fleuve Sepik. Les visages des aïeux ou des ennemis sont traités de manière générique afin d'atteindre une qualité d'ancestralité. Ainsi, la figure n'est-elle ni vraiment réaliste ni purement idéale. Voilà, tout ça c'est de l'Océanie, c'est en Nouvelle-Bretagne, ça c'est en Nouvelle-Irlande, et ici au Vanuatu, et vous avez la comparaison entre les deux, un crâne des îles Salomon et un reliquaire de Sainte-Sabine. À partir du XIIIe siècle, en Occident, les reliques sont logées dans des bustes reliquaires ou des chefs reliquaires. Une ouverture, oculus ou monstrance, est ménagée afin que le fidèle puisse être en contact avec les ossements. Inspiré du style des bustes antiques, le visage de la sainte ou du saint incarne des vertus de juvénilité, d'innocence ou d'autorité. Cette réunion de visages disparus et réapparus ne se prive pas pourtant des émotions qui bouleversent l'humain, de la sérénité à l'angoisse, de la mélancolie à l'humour, pour séduire et transcrire, méditer ou sourire. Il y a d'autres exemples. Un exemple qui est particulièrement intéressant, c'est celui du chef reliquaire de Saint-Thirier dans le Limousin, puisque là, vous avez les vraies reliques qui sont logées à l'intérieur d'une copie, puisque l'original a été vendu au début du XXe siècle à Pierrepont-de-Morgan et se trouve à l'heure actuelle au Metropolitan Museum. Et une très belle compagne de Sainte-Ursule. Le pouvoir de la relique passe aussi par le mystère de son pouvoir. Elle est alors enveloppée, recouverte de tissus précieux ou de matière qui embrouillent la vue. Elle est tenue à distance du regard. Cette distance marque son caractère sacré qui se propage par vagues à l'espace qui la contient. Le reliquaire, mais aussi l'espace architectural, voire le site par lequel on y accède. En franchissant cette distance, le croyant vit un rapport intime avec la relique. Voilà ce que j'avais appelé le mystère enclos. Vous avez deux pièces, un crâne orné de monnaies de coquillages aux îles Salomon et un crâne complètement recouvert dont on verra le développement plus tard. Et ici, une pièce de Gelvink et ici un crâne très étonnant du Sepik entièrement recouvert de terre qui sont logés dans le côté sacré de la maison des hommes. Une statue, vous le savez, représente l'image d'une personne ou l'idée d'un être. Elle peut être réaliste ou transposée par le style du sculpteur. La mise en place du crâne à l'intérieur d'une effigie répond à un principe différent. Des marques et des insignes sont agencés sur la statue reliquaire d'un défunt d'exception. La statue reliquaire tend à dépasser la représentation au profit d'un dispositif de présence qui donne corps à une entité magique. Les ressources du spectacle furent mises en œuvre en Océanie et en Europe afin de réunir cet effet de présence. Les mannequins funéraires du Vanuatu que vous avez... Non, vous ne l'avez pas, pardon, c'est toujours cette histoire. Voilà. Les mannequins funéraires du Vanuatu sont réservés aux initiés ayant atteint les plus hauts grades, au terme duquel ils rejoignent de leur vivant même le monde des ancêtres. Ces effigies sont composées de différents insignes et figures mythiques et peints de couleurs vives. Chez les Yatmoul du Sepik, en Papouasie, l'apparition du masque du premier ancêtre aux initiés. Voilà, vous avez un crâne qui se trouve être logé dans la figure supérieure et c'est un ensemble qui est revêtu, vous voyez les deux trous pour les bras, par la personne qui en fait le rituel, où l'exhibition de la créatrice mythique dans la maison des hommes révèle des secrets jusque-là précieusement cachés.
Le Concile de Trente, en 1565, entérine le culte des reliques et des saints. En 1578, la découverte de la catacombe de la Via Salarianova à Rome amorce une très grande production de reliques, voire un trafic de certificats, entre guillemets, d'authentiques, que l'on vend à la chrétienté. Monastères et églises contre-réformistes des villages d'Allemagne du Sud et de Suisse alémanique se font alors concurrence pour en obtenir. La dynamique de ce commerce, voire le vol de reliques, explique le nom de saints fantaisistes dont la réforme se moquera. Les anonymes, Candidus, Innocent, Expédite, parce qu'envoyé de Rome, du reliquaire domestique avec quelques esquilles d'os à la chasse contenant un squelette entier, se mesure l'importance du possesseur et la fréquentation des fidèles. À l'époque baroque, les reliques des squelettes parfois entiers, originaux ou recomposés de saints martyrs des catacombes, furent disposées dans ce somptueuses effigies d'argent ou recouvertes de pierreries et de tissus précieux. La palme, la fiole de sang, l'épée les accompagne. Ils portent le costume du soldat romain pour marquer leur origine dans la ville sainte. Ces réalisations furent confiées aux religieuses des cloîtres. Dans ce Klosterarbeit, les religieuses revêtaient d'un habit de lumière le saint squelette, parure que l'on justifiait par le fait qu'il s'agissait de saints intercesseurs entre l'ici-bas et la Jérusalem céleste biblique. Cette accumulation quasi obsessionnelle l'insolente fécondité de la mort baroque, comme le dit André Chastel, produisit une sorte de métamorphose organico-minérale, un ruissellement de lumière et de couleur sur l'immobilité de la mort. Dans ces églises blanches et ouvertes sur le jour, l'obscurité anxieuse de la mort était repoussée par une régression originelle, la fascination pour le brillant, le scintillement des bijoux, surtout en verrerie, des perles de rivière, des filigranes d'or, des paillettes. Les religieuses se rapprochaient au plus près de la sainteté avec une sensuelle innocence et se tenaient aussi au seuil de son âme. La possession de nombreuses reliques conduit à les exposer dans des agencements symboliques spectaculaires. Dans les maisons des hommes du Sepik en Nouvelle-Guinée, les crânes d'ancêtres ou les crânes trophées ancestralisés étaient installés sur de grandes peintures figurant les ancêtres fondateurs. Donc là, je continue avec ces parures de saints. Voilà ce dont je viens de vous parler. Les crânes des saints entourés de tissus encadrent par contre dans un hôtel reliquaire assez extraordinaire de la toute fin du XVe, un jardin de paradis fait d'un extraordinaire montage d'os longs, de fleurs de tissu, de pierreries, au centre duquel figure le Christ en croix. Les œuvres déjà rencontrées individuellement dans l'exposition, crânes surmodelés ou crânes recouverts de tissu et de couronnes de fleurs, se retrouvaient là dans un fragment de contexte. La présence de ces ensembles interrogeait également sur la capacité du musée à contenir et à représenter des œuvres sacrées d'autres cultures et sur sa propension à les resacraliser. Un détail. Pour la scénographie, en 1999, si vous vous souvenez, avec les inquiétudes millénaristes qu'une violente tempête de décembre semblait annoncer, qui a d'ailleurs miraculeusement épargné mon exposition, c'est vrai. Parce que la verrière a été brisée et ça n'a touché aucune relique. Donc, ils ont joué leur rôle. Oui. Voilà. Donc, à la veille d'un nouveau siècle qu'on prétendait religieux, la préoccupation tournait autour de la justification du musée, assumer la charge du sacré en place d'un espace de connaissance et de culture. Le public semblait désigner le musée comme un territoire de religiosité perdue, avec ses rituels de déambulation ritualisés parmi les reliefs des cultures passées, comme un trésor de reliques. Voilà la scénographie qui avait été choisie, qui
une sorte de chapelle. Je ne sais pas si vous voyez rien. Bon, je suis désolé. Je vais vous mettre un plan. Voilà, vous le verrez davantage. C'était comme des chapelles abbatiales, en fait, comment on dit, déambulatoires. Oui, non. C'est pas déambulatoire, mais c'est rayonnante. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et donc, dans chacune, il y avait cette idée de s'approcher avec beaucoup de respect des objets, sans que ce soit dans l'obscurité totale, mais avec ce doré et le fait qu'ils se rencontraient et dialoguaient ensemble. La question se compliquait avec les œuvres de culture non occidentale, dont une grande partie était conservée dans les musées et relève du religieux, alors qu'elles sont le plus souvent appréhendées dans un ensemble indifférencié, géographique ou ethnique. La présentation des reliques des cultures océaniennes et des reliques de notre culture revivifiait la présence du religieux dans l'institution laïque. Ne pouvant rendre compte du contexte culturel, l'exposition le transposait par l'évocation de notre propre approche du religieux. Elle affirmait et distinguait une catégorie d'objets sujets, à contrario de ce vilain terme de restes humains, comme relevant d'un respect réciproque. Mais ce territoire distinct était moins à considérer comme celui du religieux, qui peut être partial et totalitaire, que comme celui du sacré, du mystère de la mort et de la transcendance de l'art. Au-delà de la confrontation, cet espace voulait d'abord être le lieu d'une spiritualité partagée, celle déjà entrevue par Apollinaire retournant chez lui parmi ses Christ des obscures expériences, ou comment le guetteur mélancolique scrutait les liens sacrés entre les vivants et les morts. Et pour finir, précieuse relique, écrivait Pontalis à propos de cette exposition dans la traversée des ombres en 2003, surréalité des crânes, dit-il, de ces reliquaires chrétiens. Que sont mes reliques, mes souvenirs si précieux, mes rêves si surréels? Qu'est-ce que j'entends préserver à tout prix de la décomposition que nous signifie déjà, bien avant la mort, la fuite du temps? Et c'est du coup le moment de demander à l'historienne, puisque Yves Le Fur nous a parlé de reliquaires, de statues, de bustes reliquaires. Voilà, quel est le point de vue de l'historienne sur cette pratique qui, évidemment, est tout à fait présente au Moyen-Âge? Ah, et comment? Oui, bien sûr. Alors, j'ai été frappée dans le choix de vos images, mais je me souvenais très bien de l'exposition que j'avais beaucoup aimée, qui était très, très, très impressionnante. Vous montrez en fait pas mal de reliquaires d'époque moderne, en fait de reliquaires post-tridentins. Alors, ce qu'il faut quand même peut-être rappeler pour éclairer le public, c'est que d'abord, il y a un traité des reliques écrit par Calvin en 1543, je crois, de mémoire, voilà, c'est-à-dire la Réforme a abondamment critiqué cette pratique avant qu'elle ne rebondisse après le Concile de Trente et à l'époque baroque d'une manière tout à fait étonnante. Pour le Moyen-Âge, ce qui frappe, alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais ce qui frappe, c'est quand même comment on invente, donc bien en amont de ce que Monsieur Le Fur a montré, finalement, des chasses, appelez ça comme ça, des coffrets, des cassettes, des boîtes en bois, en métal, avec du métal précieux, des pierres précieuses, etc. Et puis un travail d'orfèvrerie qui est en réalité hérité de l'arrivée des peuples germaniques, hein, qui ne correspond pas vraiment à des pratiques romaines, pour le coup, au sens propre. Hein. Et ces objets sont assez rapidement utilisés pour y porter des reliques. Et les chasses monumentales, c'est-à-dire un peu, pas totalement comparables, mais malgré tout, on est sur ce type de dimension par rapport à ce que montrait notre collègue. C'est justement à partir du XIe siècle qu'on les voit émerger, et encore plus, si je puis dire, au XIIe et XIIIe siècle. Et vous voyez, par parenthèse, qu'il y a des formes de convergence de dates sur un certain nombre d'éléments dont on a parlé. Et à l'inverse, on fabrique aussi des reliquaires portatifs
des petites bourses, des médaillons, les historiens de l'art appellent parfois des phylactères, des encolpions, ces espèces de croix pectorales où on va mettre des petites reliques. Et puis, à partir du 9e, 10e siècle, aussi des statues reliquaires. Et l'une des plus célèbres que vous connaissez sûrement, c'est celle de Sainte-Foy de Conques, dont j'aurais pu vous amener une image, mais elle est extrêmement connue, bien sûr, hein, cette figure en majesté un peu hiératique, couverte d'or et de pierres précieuses, qui contient les reliques d'une sainte parfaitement obscure. Et donc, cette majesté de la Sainte Foy de Conques dit quelque chose aussi de cette manière d'aller lentement mais sûrement vers des objets dont Monsieur Le Fur a montré des exemplaires, c'est-à-dire des reliquaires de forme anatomique. C'est-à-dire, d'abord, on commence par des têtes pour mettre des reliques de tête, des bras pour mettre des reliques de bras, des doigts pour mettre des reliques de doigts, des pieds pour mettre des reliques de pieds. C'est-à-dire, on commence par découper finalement les parties du corps et représenter un reliquaire qui va abriter cette partie. Et puis, on en arrive à faire des reliques tout à fait monumentales de l'ordre de celles qu'il nous a à l'instant montré. Et ces reliquaires vont avec des mises en scène, bien sûr. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous, on les voit posés ici, là, dans des musées, dans des trésors d'églises, etc. Mais enfin, il faut quand même rappeler qu'il y a tout un commerce au sens de relation entre ces objets. Et Monsieur Le Fur a dit une chose importante à un moment sur le vol de reliques, sur l'appétence pour les corsins. Et effectivement, au XIIIe siècle, l'Église commence à se préoccuper, avant d'opérer un revirement au moment de la Réforme, catholique j'entends, parce qu'on finit par trouver des reliques partout, ça donne lieu à un fructueux commerce, et même les rois se ruinent. Je vous rappelle qu'on a construit la Sainte-Chapelle au milieu du XIIIe siècle, en un temps record, c'est l'initiative de Louis IX, après qu'il a acheté à prix d'or, mais vraiment d'or. Il s'est ruiné pour les reliques de la Passion, et il a construit quelque chose qui devient une sorte de modèle, un modèle de Sainte-Chapelle, ce qu'on appelle les Saintes-Chapelles, ce reliquaire géant qui est la Sainte-Chapelle qu'on peut encore visiter à l'intérieur du palais aujourd'hui. Bon, peut-être m'arrêter là quand même pour que... Je ne sais pas si vous avez... Monsieur Le Fur voulait ajouter justement un mot qui va complètement dans ce sens, parce que je n'ai pas eu le temps de le traiter ici, mais il faut savoir que, en fait, j'ai beaucoup exploré toute la Suisse du Nord et la Bavière, et où il y a ce mouvement contre-réformiste, une sorte de limesse, de frontière, en fait, qui est notamment fait par les jésuites aussi. Et chaque petit village, ce sont des tout petits villages, Zweifelten, Gutenzel, Ottobeuren, tout ça, qui ont ces magnifiques chapelles dont je vous ai montré une image, voulaient avoir leur parure. Et les parures, parce qu'il y avait des classifications très très précises des notables, des insignes, etc., en fonction de ce que vous disiez, c'est-à-dire de la taille de la relique jusqu'à l'insigne qui était le squelette entier. Donc chacune d'elles a une parure où c'est localisé. Vous avez une première tête, chef reliquaire, au milieu de l'église, au milieu de la nef. Ensuite, vous avez une chapelle avec un squelette debout, comme je vous l'ai montré, et puis sur les chapelles latérales, deux squelettes couchés. Et ça donnait lieu à des processions. Enfin, j'ai un livre là-dessus, il y a des gravures incroyables où ça venait avec beaucoup de soins de Rome. Ensuite, c'était accueilli par les notables, et il y avait des processions qui étaient comme ça. Après, il y a eu, on parlait d'évolution tout à l'heure. Il y a eu évidemment avec Vatican II une réaction complètement contre les reliques, et moi j'ai eu de la peine, d'une certaine manière, à avoir des reliques, parce que certains prêtres les avaient carrément poussées derrière l'autel, quoi. C'était effondré, c'était là pour rire. La magnifique Célestine que vous avez vue là avec ses ailes d'or, ça a failli être comme ça. Et en même temps,
la pièce qui faisait, pour l'anecdote, la pièce qui faisait l'affiche, ce squelette en argent là, avec entièrement debout, avec le doigt comme ça, en soldat romain. Je suis arrivé dans l'église, c'était à Ville, en Suisse, et je suis tombé, parce qu'elle n'était pas du tout connue, cette pièce, je suis tombé en arrêt comme ça, et j'ai dit à mon ami, j'ai dit, mais on ne pourra jamais la voir, c'est tellement extraordinaire. Donc on a attendu le prêtre qui revienne de sa tournée, et très mécontent, comme ça, en disant, mais qu'est-ce que vous venez me déranger encore? Ben voilà, on voudrait exposer ça dans un musée des arts d'Afrique et d'Océanie. Ce qui était à Paris. Et donc, il a dit, prenez-le, je n'en veux plus, j'en ai marre, parce qu'il est juste au-dessus du baptistère, et à chaque fois que je fais un baptême, tous les gens sont là scotchés à regarder cette statue. Et encore une autre surprise, il faut dire que les saints et les reliques se protègent bien quand même. J'ouvre le camion qui vient de Suisse. Il n'avait pas mis dans une caisse, il n'avait rien fait, il avait juste attaché avec des sangles contre le côté du camion. Et malheureusement, j'ai pas pu, mais on aurait dû, ça aurait dû rester en France, on aurait dû l'acheter. En tout cas, l'ostension des reliques, puisque c'est en amont de ces prêtres impéricieux, l'ostension des reliques, c'est effectivement quelque chose de très important. Et peut-être on peut conclure là-dessus, parce que l'idée qu'il faut les porter et les faire circuler pour toutes sortes de raisons, hein. Il y a à la fois, ça peut être à l'intérieur des familles religieuses, mais c'est aussi dans la cité pour protéger des épidémies, de la guerre, etc., ou appeler de ses voeux un héritier, ou conforter la santé d'un fils de roi, etc. Bon, donc il y a quelque chose aussi qui... Le paradoxe, c'est qu'on les cache, enfin, d'une certaine manière, dans des objets qui sont souvent très voyants, mais aussi on les balade. Mais pourquoi? Parce qu'on croit au pouvoir de ces reliques. Alors, faut pas se méprendre quand même. Hein. C'est pas, il y a de la théologie sur ce point et je vous l'épargnerai, mais c'est pas l'idée que la relique elle-même a un pouvoir. C'est comme les saints. Hein. C'est Dieu qui, par l'intermédiaire d'eux, démontre son pouvoir. Si je peux ajouter une petite chose, parce qu'à l'époque romaine, certes, il n'y a pas de reliques, mais on utilise la mort comme porte-mémoire. Et ça, je crois que c'est dans toutes les sociétés. Et les reliques font partie de cette... Parce qu'il y a... La mort est promise à deux choses, quand même, par les vivants. À l'oubli, aujourd'hui, ça, on le voit, je crois. Et puis, la deuxième chose, c'est que la mort a la faculté de porter une mémoire. Et à l'époque romaine, le mort est en capacité de porter une mémoire civique ou une mémoire familiale, c'est ça. Alors que les autres membres de la famille sont promis à l'oubli. Et ça, le marquage des sépultures permet de très bien le voir. Donc il n'y a pas de relique, mais on utilise quand même le potentiel du mort de porter une mémoire de groupe, mémoire collective. Et la relique, ça relève de ça. Hein. Donc les reliques, c'est le Moyen-Âge, mais vous voyez que la mort sert dans toutes les sociétés, je crois, de porte-mémoire. Et c'est exactement comme ça que ça a été reçu, l'exposition, à une époque où justement la mort est aseptisée et éloignée. Il y a beaucoup. Vous parliez de crémation tout à l'heure, mais la crémation est revenue en force. Et l'idée, ce que je voulais montrer à l'époque, c'était que, en fait, en effet, il y avait une universalité et qu'il y avait dans d'autres cultures qu'on dit primitives ou qu'on dit premières ou je sais pas quoi, il y avait quand même un souci plus important de garder cette mémoire et de garder les morts à l'intérieur aussi de la société. Bon, quelle belle conclusion pour cette table ronde. Comme vous l'avez dit, vous avez bien sûr un petit quart d'heure pour poser des questions. Donc il y a deux personnes qui, de part et d'autre de la salle, peuvent faire circuler les micros. Donc n'hésitez pas. Alors voilà, il y a un monsieur qui... Passer à la dame tout au bout, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, merci. Vous avez parlé de la crémation dans le monde romain.
À l'heure où la crémation revient en force dans nos sociétés modernes, quelle était la raison de cette 52% crémation en France. Ah, même. Quelle était la raison de cette crémation dans le monde romain et surtout pourquoi est-ce qu'elle disparaît au Moyen-Âge? Oui, c'est une question difficile. Hein. J'aurais pas de réponse. C'est vrai que la crémation apparaît, pour prendre l'exemple de Pompéi, mais c'est un peu général, apparaît au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, l'inhumation ne disparaît pas complètement suivant les cités, mais quand même, elle devient omniprésente. Mais la crémation, je crois, elle a cette faculté d'orchestrer des cérémonies funèbres assez, comment dire, inhumer un mort et le brûler, c'est pas la même chose. Il y a vraiment une phase de passage, en fait, je crois. Quand on brûle un mort, il y a vraiment une transformation du défunt qui passe de l'état de cadavre à celui d'un mort digne d'être honoré, digne d'être mis en sépulture. C'est vraiment une transformation radicale. Et je crois qu'il y a cette idée du choix vraiment d'une transformation en lien avec des pratiques spécifiques. Mais vous dire quel est l'élément qui permet ce mouvement de bascule, c'est-à-dire ce passage d'un traitement funéraire à un autre, puisqu'on parle de traitement, ce ne sont pas des rites, hein, ce sont des traitements funéraires. C'est assez difficile. Même chose pour la fin de la crémation à partir du 2e siècle après Jésus-Christ. C'est variable selon les régions, c'est variable selon les communautés. Le retour des sarcophages. Oui, le retour des sarcophages. C'est même chose. Alors, il y a peut-être un lien. Certains pensent que c'est lié au corps. Le corps prendra une définition différente au IIIe siècle, au 2e, 3e siècle. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un élément déterminant. Encore une fois, on est dans ces mouvements de bascule qui sont assez difficiles à expliquer. Certains parlent de mouvements de mode. Je ne sais pas si la mode suffit à... Mais en tout cas, je crois ce sont comme je le disais tout à l'heure, hein, on voit bien qu'avant l'éruption, il y a une mutation qui est en route, un changement, une transition funéraire dont les gens ne sont pas conscients parce qui est en prise directe avec une crise urbaine. Vous voyez que c'est des phénomènes extrêmement complexes, j'ai du mal à vous répondre. Oui, parce que le retour des sarcophages, effectivement, hein, il y a aussi l'évolution d'ailleurs du décor sculpté des sarcophages. Isabelle parle de la christianisation. Les sarcophages romains de la fin du IIe siècle, disons, et du fin 3e, début 4e siècle, là, on a des évolutions vraiment très significatives du décor sculpté qui montrent de plus en plus l'influence de début du IVe siècle, effectivement, de la christianisation. Alors oui, mais bon, la christianisation, à ce moment-là, elle n'est pas non plus... Enfin, je veux dire, il y a une différence entre la tolérance du christianisme, Constantin, l'édit de Théodose, la religion d'Empire, et puis les pratiques funéraires du commun des mortels, si je puis dire. Donc la christianisation est lente. Et vous posiez la question, madame, du renoncement à la crémation. Bah, dans le christianisme, c'est clair, c'est la résurrection des morts. Si vous êtes en cendres, ça va être compliqué. Et donc, je vous invite à réfléchir à ce point qui n'est pas sans conséquence pour notre futur et notre éternité commune. Le truc, c'est que... Alors après, il y a toutes sortes de débats sur ce que doit être cette affaire. Hein. Ça a mobilisé pas mal les théologiens. Enfin, disons que le principe de départ, c'est que comme je suis dans mon dernier souffle, je reviendrai in fine. Donc, il vaut mieux être à peu près entier, etc. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, les cendres, c'est pas terrible. Si je puis me permettre de faire de l'humour, c'est un sujet qui est quand même pas hyper réjouissant. Mais bon, vous avez été tous vraiment très vertueux. Hein. Oui, moi je voulais vous poser une question sur les oraisons funèbres. Alors vous aviez dit qu'il n'y en avait pas à Rome, et pourtant je sais que les Grecs en faisaient, et que je crois que Marc-Antoine, à la mort de César, prononce une oraison funèbre au moment de la crémation de César sur le forum. Non ? Je me suis trompé. C'est des éloges plus que... C'est l'éloge, en fait. Ce sont des éloges funèbres. C'est pas des oraisons au sens de Bossuet. Oui, mais ça revient au même. Tout à coup, la rumeur Bossuet dit pas du mal des gens. Madame se meurt, madame c'est mort. Ça rejoint la question de mémoire, donc du mort porteur de mémoire. C'est vrai qu'on c'est des... ou des chefs de famille, oui. Alors ça, c'est une partie qui nous échappe en archéologie, j'avoue, puisqu'on n'a pas évidemment ni les prières, ni ce type de discours. On est content, les historiens des textes, que vous ayez besoin de nous quand même. Hein.
que les archéologues, ça fait fantasmer. On est là, encore une fois, dans l'utilisation mémorielle du mort, qui est quelque chose de fondamental et qui n'est pas systématique, évidemment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de morts qui sont promis à l'oubli. Hein. Et on a ce jeu très intéressant de l'oubli et de la mise en mémoire du mort. Donc on a vraiment ce réflexe, même dans nos familles, on voit bien que, au moins c'est comme ça dans ma famille, il y a un représentant finalement de la mémoire familiale. Mémoire familiale, c'est 2 générations environ. Et c'est devenu mon grand-père est devenu un personnage légendaire dans la famille. Tous les autres ont été oubliés. Hein. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne, je crois. Ouais. Monsieur, là-haut, je crois. Ah non, pardon, allez-y. D'accord, ça marche, merci beaucoup. J'ai une question assez brève par rapport au diaporama de Monsieur Le Fur. Vous montriez à un moment un crâne dont vous avez dit, je crois, qu'il avait été transformé, disons, par une jeune femme, je crois, en Bavière, qui travaillait dans le cimetière ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus duquel il s'agit. Oui, hein, voilà. Et avec des écritures dessus. Et vous savez probablement aussi que, par exemple, au Musée de l'Homme à Paris, il y a un crâne qui s'appelle le crâne de Descartes, en tout cas qui est présenté comme ça, et qui a un peu le même aspect. C'est-à-dire, je crois qu'il y a plein d'écritures dessus. D'après la petite pancarte du musée, je crois que c'est les propriétaires successifs, et le crâne a l'air d'avoir été plombé aussi, un peu, recouvert de plomb. J'ai l'impression que dans certains de ces exemples, il y a une dimension qui est, celui de droite là, qui est symbolique, sans être forcément reliquaire ou religieuse en tant que telle. Je veux dire, qui n'est pas prise forcément dans un processus, l'Église qui en fait une relique ou je sais pas quoi. Et du coup, j'avais une question sur, en Occident, la fonction de ces pratiques, en fait. Est-ce que c'est juste très ponctuel, une sorte de décoration comme ça de temps en temps, soit là avec des cartes un peu au hasard, là la fille qui a pris le crâne de sa mère. Est-ce que c'est plus large? Est-ce que, je sais pas. Ouais, c'est un... Dans le catalogue, j'ai traité aussi de tout ce qui était ossuaire. Et c'est une pratique qu'on retrouve très largement en Suisse, en Autriche, en Allemagne. Pour ce que j'en sais, un petit peu aussi, certains sont très connus en Italie. Mais il se trouve que en Autriche, vous avez à Hallstatt, par exemple, qui est une petit village de montagne, donc il n'y a pas de cimetière. Donc ils sont obligés de faire une seconde funéraille, en quelque sorte, en ressortant le crâne, en le gardant, et en le peignant pour dire à qui ce crâne appartenait. Mais cet exemple-là, il est de Högling, là, il est particulièrement émouvant parce que c'était la gardienne de... Ce qui est marqué sur l'inscription, c'était la gardienne du cimetière. Elle est morte à 82 ans et c'est sa fille qui l'a peint. Et il y avait des décors très stéréotypés, des branchages verts pour les hommes, des roses ou des fleurs pour les femmes. Et ça existe encore. Il y a plein de petits villages autour de Salzbourg, etc., et en Bavière, qui ont ce genre de décoration. Je pense que c'était aussi pour un manque de place et de... Après, vous avez des ossuaires qui sont complètement extraordinaires, parce que notamment à Sedlec, en Tchéquie maintenant, où les moines ont bougé un cimetière, et avec les os, comme ça appartenait à une famille noble, ils ont fait l'immense blason de la famille entièrement en os. Des chandeliers en os. Enfin, c'est très très. Faites Sedlec sur internet, SEDLEC, et vous allez voir, c'est démentiel, quoi. Donc il y a aussi quelque chose à faire autour de cette utilisation des os, à la fois respectueuse, mais à la fois simplement et malheureusement décorative. Il y avait les tours turques aussi qui étaient assez... Tamerlan qui faisait des tours, alors... Sûr, ouais. Qui faisait des fin du XIVe siècle, ouais. Qui faisait des tours de crâne quand il prenait une ville. Donc tout ça, après, c'est pour ça que je parlais un peu de l'horreur aussi qu'on a bien connue. Il y avait une question. Excusez-moi.
J'ai une question par rapport au crâne de l'Océanie. Parce que là, on voit des crânes qui ont été surmodelés. Mais avant de les surmodeler, quel était le rite funéraire? C'est-à-dire qu'ils enterraient leur corps et ils redéterraient quelques années après pour obtenir le crâne de certains dignitaires ou certains proches de la famille. Comment ils choisissaient en fait les personnes dont ils surmodelaient le crâne? Oui, c'était un travail. Alors au niveau technique, c'était un travail qui était dévolu aux femmes qui faisaient simplement bouillir le crâne pour enlever les chairs, de telle sorte à ce qu'il devienne sec. Et c'était aussi, c'est là ce qui est très très compliqué à élucider, parce que beaucoup de ces crânes étaient des crânes de chasse, pris lors de chasse aux têtes, qui est un rituel qui est fait dans cette partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée où il y a un clan va chasser les têtes, il coupe les têtes, etc. Et il ramène et il insère à l'intérieur du dispositif, du grand dispositif que je vous ai montré, non seulement des crânes d'ancêtres, mais des crânes trophées. C'est-à-dire que il y a une question, alors je ne vais pas rentrer dans des concepts un peu trop flous, mais une idée de mana, si vous voulez, ou d'énergie, qui fait que le crâne de l'ennemi est ancestralisé. Et à ce titre-là, il est respecté de la même manière. Mais tout ça, c'est dans un système d'échange extrêmement complexe entre les villages. Et quelquefois, par exemple, si un guerrier n'a pas, parce que ça leur sert d'initiation aussi, pu avoir une tête, il va revenir avec, par exemple, un morceau du feu, un morceau de bois noirci qui a servi au feu, et ça va lui servir de preuve pour sa chasse aux têtes. Tout ça, c'est très, 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 très complexe, et malheureusement, ça a été un peu mis caché ou peu étudié par les ethnologues qui n'aimaient pas ce concept qui était qui correspondait pas à la pureté des gens qui voulaient étudier, disons. Oui. Non, certains hommes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, il y a des femmes aussi, oui. Il se peut qu'il y ait une starke Frau, une femme importante qui puisse avoir la tête surmodelée. Alors, il y a des films là-dessus sur des années 60 où on voit comment c'est une sorte de mastic qui a été ocré, et donc ils refont la tête de manière générique, et puis après ils la peignent, et ces ocelles là que vous voyez, c'est très beau parce qu'en fait ces sortes de trous là correspondent aux trous qui sont dans le fleuve Sepik, des sortes de remous là où résident les ancêtres. Je crois qu'on est arrivé au bout du temps qui nous est imparti. Merci. On va remercier nos intervenants.